Hey hey la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en mode hey hey, en mode cowboy, c'est ce qui me vient. Je vous tourne une vidéo, en tout cas j'espère que vous allez tous et toutes bien. Et avant de démarrer la vidéo, j'avais envie de faire une petite intro pour vous donner des informations générales, pour ceux qui me connaissent moins, ceux qui, voilà. Ces derniers temps, je partage comment je fonctionne sur les vidéos. Parce que j'ai une manière de fonctionner qui est propre à la chaîne, qui est propre à moi-même. Pourquoi? J'ai un mode de fonctionnement qui est propre à moi-même dans le sens où, voilà, je pense que j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet, donc je pense qu'il y a des gens qui le savent. Je suis de nature hypersensible. Qu'est-ce que ça implique d'être de nature hypersensible? Bah, ça implique des choses dans mon mode de fonctionnement, dans mon rythme de vie. Et donc forcément, ça va impacter la manière dont je tourne des contenus, comment je suis inspirée. Alors moi, comment je fonctionne? Je suis quelqu'un de très, la plupart du temps, de très spontané. Je fonctionne à l'instinct, au feeling. Je suis quelqu'un j'aime ou j'aime pas. C'est-à-dire dans le sens où quand j'ai envie de tourner une vidéo, il faut vraiment que je ressente l'envie de tourner la vidéo et que je sente une impulsion que je pourrais pas vous dire que comme je suis clairsentiente, que je sens au niveau de mes vibrations, au niveau de mon corps, cet élan et cette envie et de l'envie de tourner la vidéo parce que je sens que c'est le bon moment, c'est le bon timing, que je suis en train de canaliser. Parce qu'en fait, je suis un canal, je suis médium clairsentiente et canal. Qu'est-ce que ça implique d'être canal? Déjà, enfin, en ce qui me concerne, mon propre avis personnel, de comment moi je le vois et comment je le ressens, c'est que je le sens quand je suis connectée, que je suis en train de canaliser. À ce moment-là, je sens que c'est le bon moment pour tourner la vidéo parce que je suis en train de canaliser. Et quand je suis en train de canaliser des inspirations, des messages et des ressentis, ça démarre bien avant que je tourne la vidéo et que j'appuie sur le bouton de la caméra. Je commence déjà à canaliser des messages et des ressentis bien avant le début de la vidéo. Donc c'est pour ça que pour moi, organiser, planifier des fois des contenus de vidéo et vous prévenir très en avance, bah, c'est pas que je ne veux pas, parce que j'étais en train de réfléchir par rapport à ça, mais ça reste assez à trouver le juste milieu parce que à trouver l'équilibre parce que je fonctionne de manière spontanée et instinctive et moi-même des fois quand je canalise des messages et je canalise des sujets de vidéo ou des contenus créatifs bah, j'ai pas une horloge biologique, je le sais pas moi-même à l'avance en fait, je me laisse guider, je me laisse inspirer et enfin j'anticipe pas, je vis le moment présent, je sais pas quand est-ce que le moment où je vais pouvoir canaliser parce que bah on contrôle pas avec son mental, moi je contrôle pas avec mon mental, je me laisse guider, je laisse l'énergie me traverser et qu'est-ce que j'allais dire? Et donc ce que je vous invite à faire de ce fait-là, je me suis dit bah je vais vous informer de comment vous pouvez être au courant au moment où je tourne des vidéos. Ce qui est très important, c'est d'activer la cloche de notification à côté du bouton abonnement, enfin à côté du bouton s'abonner, en dessous de la barre de description, quand vous déroulez la barre d'infos en dessous de la vidéo, vous avez un bouton s'abonner et juste à côté, vous avez la petite cloche de notification. Vous cliquez sur la petite cloche, vous avez les contenus, tous les contenus, soit vous cliquez pour tous les contenus ou les contenus personnalisés, comme ça, en fait, je me dis, vous êtes au courant en temps et en heure de ce que je publie sur la chaîne. En fait, vous recevez une notification quand vous êtes connecté à YouTube et Internet, vous recevez la notification et vous êtes au courant qu'il y a une vidéo qui vient d'être publiée. Après, vous pouvez regarder la vidéo quand ça vous parle. C'est-à-dire que ce sont généralement des contenus intemporels. Vous les regardez quand vous en avez envie, quand vous avez le temps, quand vous êtes disponible, en sachant que je tourne aussi des vidéos le week-end. Ça peut m'arriver que je tourne des vidéos le samedi et le dimanche. Je fais en fonction de comment je canalise et de l'énergie que je ressens. Et là, nous sommes dimanche au moment où je tourne la vidéo et je ressens l'énergie et l'impulsion de vous faire une vidéo. Je sais que c'est un rythme de vie particulier. On est dimanche, mais j'écoute mon cœur, j'écoute mes impulsions et je prends à cœur ma mission de canal.
Le fait de canaliser, de transmettre des messages au collectif, c'est important pour moi parce que ça fait partie de qui je suis et c'est quelque chose qui m'anime et qui m'habite. Et c'est une énergie naturelle, un mouvement que l'on suit, c'est le mouvement de la vie en fait, j'ai envie de dire. C'est lié à qui je suis en fait. Mes compétences, enfin je vais plutôt dire mes capacités, sont liées à qui je suis et la personne que je suis devenue aujourd'hui. C'est en lien direct avec ma personnalité profonde. Euh, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous transmettre. Là, la vidéo que je ressens de faire, donc je vais prendre un petit temps pour bien expliquer. Prenez le temps de vous installer confortablement, de prendre un petit thé, un petit café si vous le souhaitez. Je vous remercie de votre présence. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés comme aux anciens abonnés. Et puis, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne Cœur Royal, La Belle Envolée. C'est le nouveau nom pour le moment. Euh, vous avez différentes playlists, différentes catégories de vidéos et vous pourrez y trouver votre bonheur, je pense. Vous pouvez, si vous souhaitez poser des questions, enfin, donner votre avis et participer à la chaîne, vous pouvez participer dans les commentaires. À savoir que les retours sont importants pour moi. Les commentaires sont très importants pour moi parce que ça me permet d'avoir un retour sur ce que vous pensez, sur ce que vous ressentez et comment vous interprétez, enfin voilà, un retour d'énergie par rapport à moi, ce que je présente et ce que je propose sur la chaîne pour qu'il y ait voilà pour qu'il y ait un échange pour que je puisse aussi me repérer et tout en sachant comme je vous ai expliqué que je suis quelqu'un qui fonctionne de manière spontanée et j'ai besoin de faire les choses avec le cœur. C'est sinon j'aurais pas envie de tourner des vidéos. Si je me force à faire les choses d'une façon qui ne me ressemble pas du tout, alors voilà, en tout cas, j'espère que ma manière de raisonner, ma manière de fonctionner, de vous transmettre les messages de façon spontanée, instinctive, parce que j'ai un esprit créatif et j'ai pas je suis pas quelqu'un de forcément carré et de structuré. C'est pas des vidéos et des contenus structurés forcément. Ça veut pas dire que mes vidéos n'ont aucun sens et qu'ils n'ont aucune valeur. Simplement, je fonctionne de manière différente de par ma nature hypersensible et c'était important pour moi de faire ce point focus. Merci de, merci de votre bienveillance. Donc, aujourd'hui, j'ai sélectionné des passages de manière intuitive de livres philosophiques. Donc, j'ai le philosophe Jean-Jacques Rousseau et le philosophe Montesquieu, les lettres persanes. Pourquoi j'ai fait les liens avec Jean-Jacques Rousseau? Je vous parlais de la conjonction de Pluton en Verseau et j'ai fait le lien de manière intuitive avec les écrits de Jean-Jacques Rousseau, notamment sur du contrat social. Parce que Jean-Jacques Rousseau parle beaucoup de l'avènement et de la construction de nos sociétés, comment s'établit une société, comment s'établissent les lois, comment les gens vivent en communauté les uns avec les autres au sein d'une société, en sachant que Pluton en Verseau, c'est relié à la société, c'est relié à l'énergie du mode de fonctionnement sociétal, du mode de fonctionnement du groupe, d'une façon de penser dans un groupe, dans une société. Et Pluton, c'est les transformations profondes. En sachant à savoir qu'au moment où il y a eu, dans l'histoire, en France, au moment où il y a eu la conjonction de Pluton en Verseau, dans le signe du Verseau, faut savoir que l'événement historique qui était rattaché, c'était la Révolution française. Donc plutôt en Verseau, c'est quand même une conjonction qui est importante à étudier au niveau collectif parce que ça peut avoir des impacts au niveau social, au niveau sociétal, au niveau d'un groupe, au niveau historique. Euh, ça peut quand même avoir un impact et des influences en sachant que plutôt en Verseau, la conjonction c'est de 2024 jusqu'à 2044. En sachant qu'il y aura des périodes où Pluton va repasser dans le signe du Capricorne entre deux, jusque novembre 2024. À partir de novembre 2024 jusque 2044, si j'ai bien vu, Pluton sera en Verseau. Verseau, c'est tout ce qui est nouvelle technologie, le groupe, la collectivité, les inspirations innovantes. C'est vraiment l'esprit créatif, l'esprit innovateur,
C'est un peu l'esprit révolutionnaire. Ça peut être ça aussi, le signe du Verseau. C'est un signe, c'est une énergie avant-gardiste, c'est une énergie visionnaire qui apporte de la nouveauté dans les manières de fonctionner, qui bouscule les codes. Le signe du Verseau, il est là pour dans un but commun collectif, mais aussi pour être en accord avec sa propre originalité, avec sa propre signature, avec sa propre énergie. Le signe du Verseau, c'est une énergie qui bouscule les codes aussi, qui bouscule les conventions. C'est une énergie, c'est vraiment novatrice, les nouvelles technologies, tout ce qui est voilà, tout ce qui est novateur et révolutionnaire en termes de d'innovation scientifique, les nouvelles technologies, notre manière de penser au niveau sociétal, au niveau de plein d'éléments. Donc, je vais vous lire ce que j'ai pris de manière intuitive, les pages que j'ai pris en bibliomancie de manière intuitive avec Jean-Jacques Rousseau du contrat social. Et on va prendre le temps de les lire ensemble et de voir comment bah, ça vous inspire en fait. Il y a un chapitre sur la loi et il y a un chapitre que j'ai commencé à lire qui me semble très intéressant, qui fait la suite. C'est une suite par rapport au chapitre du peuple. Allez. Je lis pas la couverture de derrière parce que je ressens que c'est pas forcément ce qui est le plus important. On peut mesurer un corps politique de deux manières. Savoir, par l'étendue du territoire et par le nombre du peuple. Et il y a entre l'une et l'autre de ces mesures un rapport convenable pour donner à l'État sa véritable grandeur. On parle de le nombre du peuple et l'étendue du territoire. Ça nous parle au niveau historique qu'il y a des sociétés qui ont été construites sur de grands continents et sur plusieurs continents même parce que au niveau historique, même au niveau de l'Europe, on a eu des rois, on a eu même des empereurs, notamment Napoléon Ier, Charlemagne, du côté plutôt de l'Autriche, c'est Franz Ferdinand, l'empereur autrichien qui était le mari de Sissi, c'était des conquérants. Voilà, notamment Napoléon Ier, ils ont conquis, enfin voilà, ils ont conquis des territoires et de ces territoires, on a fait, voilà, ça a été la base aussi pour construire de nouvelles sociétés. Donc là, on peut parler éventuellement de conquête au niveau historique. Ce sont les hommes qui font l'État et c'est le terrain qui nourrit les hommes. Donc on parle de terrain fertile. Une société, la construction d'une société, ça dépend aussi de là où va s'implanter en fait la société, là où elle va se construire la société. C'est lié au territoire aussi, c'est lié à la culture, au contexte. Je veux dire par exemple, si on construit une société en Asie ou bien dans le Moyen-Orient, où on construit une société en Europe, c'est ça sera pas la même société, ça sera pas les mêmes parce qu'on n'est pas sur un terrain géographique. Donc il y a déjà l'implantation de traditions, de culture au niveau de l'histoire qui vont impacter la construction de cette société et une manière de penser collective. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Enfin, c'est ce qu'on nous dit. C'est comment moi j'interprète les choses. Ce rapport est donc que la Terre suffise à l'entretien de ses habitants et qu'il y ait autant d'habitants que la terre qu'on peut nourrir. On parle aussi de la fertilité des ressources de la terre, que c'est important, que pour une société, pour le bon fonctionnement, l'épanouissement d'une société, il faut aussi une terre fertile, ce que les ressources, oui, les ressources de la terre. Je lis les passages qui me semblent. On parle de différences qui peuvent se trouver entre les qualités du terrain, dans ses degrés de fertilité, dans la nature de ses productions, dans l'influence des climats. En tout cas,
Je vais vous lire la suite, mais moi, ce qui m'est venu, en fait, quand j'ai commencé à lire le début de paragraphe, je ne sais pas si vous allez faire la même interprétation que moi, pas forcément, mais le sujet méditatif, la réflexion qui m'est venue, et je trouve que c'est une réflexion importante, c'est comment on se positionne dans la construction des sociétés ou même dans le fait de faire perdurer éventuellement un modèle sociétal ou faire perdurer la société au sens général, tout en préservant la nature. Parce que comment on fait, comment dire, comment peuvent coexister la nature sauvage, l'énergie de la terre, avec l'énergie de l'urbanisme et l'énergie des sociétés et des hommes. Comment, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, je pense qu'avec Pluton, pourquoi je dis Pluton? Pluton, pardon, Pluton en Verseau, avec cette conjonction planétaire, désolé pour le train, je vais laisser passer, train, ça va me permettre de prendre le temps de vous expliquer ce que je ressens. J'habite dans une rue où le train passe, donc forcément, oui. Et donc j'étais en train de dire que moi, la question pour moi qui est soulevée et qui est de manière intuitive qui m'est venue spontanément, et je trouve que c'est un sujet intéressant, qui mérite d'être étudié, c'est comment on peut faire coexister la nature et la société sans pour autant que chacun perde son intégrité. Pour conserver l'intégrité de la nature, de ses ressources, de la nature sauvage aussi, pour conserver la nature telle qu'elle est, parce que la nature était là bien avant la construction de sociétés. Enfin, même s'il existait des sociétés primaires et primales, c'était pas les sociétés comme elles existent aujourd'hui. C'est plutôt ça que je veux dire. À l'époque préhistorique, on ne parlait pas, c'était pas exactement la même chose, c'était pas la même énergie. On n'en était pas. Il pouvait y avoir des groupes qui se formaient, mais c'était pas exactement la même chose. Aujourd'hui, on est vraiment dans des sociétés construites, avec des lois, avec des systèmes, avec tout ce qui va avec. Euh, et comment on peut faire coexister les deux en fait? Et moi, c'est une question que je me pose fondamentalement, régulièrement et de plus en plus. C'est une question qui me pose souci parce que des fois, je vois des aménagements qui sont faits, par exemple, par rapport à là où j'habite. Et on va construire des immeubles, des parkings. Et moi, je me dis, ok, enfin, c'est bien de construire des immeubles pour ceux qui ont besoin de logement, pour ceux qui sont en manque de logement, voilà, pour les infrastructures, pour la société, pour les hommes, ok. Je me dis. Mais je me dis, et on fait comment avec la nature? Parce que des fois, je me rends compte que, en fait, l'urbanisme et la construction de société, elle prend le pas sur la nature. Et comment on fait pour trouver cette limite qui serait équitable, qui serait juste et qui serait en symbiose avec la nature, sans qu'on perturbe l'équilibre biologique. Comment on appelle ça, la symbiose, mais ça a un nom particulier, ça me vient pas. C'est l'équilibre naturel des systèmes dans la nature, mais entre la faune et la flore. Et comment on fait pour pas perturber cet équilibre au niveau de la nature? Et je trouve que c'est peut-être une question qui peut se rapprocher de l'écologie, qui peut se rapprocher, mais pas que de l'écologie, euh, parce que de l'écologie, ça serait réducteur. Désolée, je vais mettre sur pause, hein, parce qu'il y a encore un train. Donc je reprends. Non, je disais, c'est même pas l'écologie parce que c'est pas que ça serait trop réducteur en fait cette question. On est tous touchés par cette question, on est tous sensibles. Comment on fait pour préserver l'état de la faune et de la flore dans son état naturel et originel, sans que ça soit trop impacté par la construction d'une société,
parce que la construction d'une société, il n'y a pas que la pollution, il n'y a pas que les pesticides, il n'y a pas que ça. La construction d'une société, ça peut bouleverser à plusieurs niveaux la faune et la flore et les animaux. Et en fait, ça peut créer des déséquilibres sur Terre, d'où après, je suis pas spécialiste, hein. Je suis pas spécialiste des animaux, de la faune et de la flore, mais je vous donne mon avis personnel de là où j'en suis dans mes questionnements. Et je pense que c'est des questions qui peuvent être soulevées pendant les 20 ans qui vont venir, avec cette conjonction de Pluton en Verseau. C'est comment trouver cet équilibre entre la nature et justement aussi les nouvelles technologies. Comment on va trouver cet équilibre? Comment on va penser à des solutions innovantes et créatives et créatrices aussi qui vont dans le sens de l'intégrité, du respect de la nature, de l'équilibre originel de la faune et de la flore et des animaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a, dans la construction de nos sociétés, ça peut perturber le comportement des animaux. On voit qu'il y a des comportements, je ne sais pas si vous avez vu des reportages animaliers, mais on voit des comportements d'animaux qui changent, notamment en termes de production, de reproduction, en termes d'habitude de vie, en termes de comportements sociaux entre animaux. En fait, des fois, les hommes, ça vient perturber. Non, il y a deux choses l'une. Alors les hommes, ça a enfin je veux dire au niveau de l'être humain, on peut apporter de l'aide aux animaux sauvages et aux animaux de la nature. Ça c'est un fait. Il y a des gens qui sont spécialisés, qui connaissent très bien l'environnement, la façon de vivre de certains animaux, qui les étudient et justement qui les soignent, qui les aident. Il y a cet aspect-là qui est très important, mais il y a aussi un autre aspect à prendre en compte, c'est mon avis personnel, comment on fait pour ne pas trop, pour les aider, mais pour ne pas trop empiéter sur le territoire, en fait, de la faune, de la flore et des animaux sauvages et des animaux des insectes et des minéraux de la terre, en fait. Et des arbres. Notamment, je vous renvoie aussi à ce qui se passe en Amazonie, la forêt de l'Amazonie. Alors, je regarde s'il y a d'autres, alors en tout cas, si ça vous intéresse, c'est voilà, c'est la page 88-89. Si vous vous intéressez, vous voulez découvrir un peu plus, c'est Rousseau du contrat social. Et puis on parle des lois aussi. Alors, je vais prendre un passage. Ainsi, l'on s'étendra beaucoup dans un pays de montagne où les productions naturelles, savoir les bois, les pâturages, demandent moins de travail, où l'expérience apprend que les femmes sont plus fécondes que dans les plaines. Ah, on parle aussi de fertilité, qu'au niveau de notre fertilité à nous, ça, en fait, l'environnement où on va vivre, que ce soit dans les montagnes, la campagne, apparemment, les femmes sont plus fertiles selon le climat et selon l'endroit où elles habitent. Donc en fait, l'environnement a un impact sur nous et nous avons un impact sur l'environnement en termes de fertilité, de production, en termes de les sociétés, elles se sont implantées là où il y avait les ressources naturelles. Euh, Notamment, des fois, on a vu, hein, j'ai envie de dire, il y a des conflits de territoire parce qu'on sait que sur tel territoire, il y a une réserve des nappes phréatiques ou il y a une réserve souterraine de pétrole. Euh, c'est ça aussi qui peut amener des conflits. Mais il y a toute cette question, quoi, comment cohabiter de pays en pays, de société en société, comment se partager les ressources, sans pour autant aller dévaliser et complètement dilapider les ressources de la nature, de façon juste et équilibrée, tout en préservant l'état de la nature. Ça, c'est des questions qui peuvent être posées de manière politique, de manière gouvernementale, de manière au niveau des associations, au niveau des sommets, pendant cette conjonction plutôt en verso. Et je pense qu'on va vraiment se poser des questions par rapport à la nature, par rapport à l'écologie, par rapport à l'écosystème de la nature. Peut-être on va, de manière scientifique, il y aura peut-être des études scientifiques plus poussées pour en apprendre davantage sur l'écosystème de la nature,
sur certaines plantes, sur certains minéraux, sur certains arbres, sur le comportement de certains animaux, et de trouver des solutions, par exemple pour les ours polaires sur la banquise en fait. Je pense qu'il y a plein de questions autour de ça qui peuvent être amenées ou des changements qui peuvent être amenés autour de cette conjonction de Pluton en Verseau. Donc c'est quand même assez important et ça va durer jusque 2044. Donc c'est quand même quelque chose à souligner parce qu'au niveau collectif, individuel, on est tous concernés. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous faire cette vidéo. Donc de manière spontanée, j'ai parlé avec le cœur, j'espère que ça aura résonné. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et sur ce, ben moi je vous laisse. Bye bye la communauté, merci.